Chers élèves, bonjour. Dans cette vidéo, on va s'intéresser aux paroles rapportées. Alors, qu'appelle-t-on les paroles rapportées? C'est quelque chose que vous faites extrêmement fréquemment quand vous parlez entre vous, quand vous dites un tel a dit que, ou quand vous dites tu sais pas ce qu'il m'a dit, deux points, ouvrez les guillemets, et là vous citez ce que la personne vous a dit, vous êtes en train de faire des paroles rapportées. Les paroles rapportées, c'est quand on redit les paroles de quelqu'un d'autre à une troisième personne. La question qu'on va donc se poser aujourd'hui, c'est de savoir quelles sont les possibilités que nous avons en langue française pour insérer ces paroles d'une autre personne dans ce que l'on est en train de raconter. Donc pour explorer les possibilités qui existent en français pour savoir comment on peut rapporter des paroles, je vous propose un corpus de 4 phrases. Ces 4 phrases disent à peu près la même chose, mais elles le disent chacune d'une manière différente qui lui est propre, et on va observer les différentes manières de dire la même chose qui correspondent en réalité aux différentes manières, différentes possibilités qu'a la langue française pour rapporter des paroles. Dans le premier exemple, le professeur a dit « il faut apprendre son cours de grammaire », on peut constater qu'on a une petite phrase d'introduction, une proposition d'introduction, qui s'interrompt par 2 points et par des guillemets qui encadrent ce qu'a dit le professeur, à savoir « il faut apprendre son cours de grammaire ». Dans l'exemple numéro 2, le professeur a dit qu'il fallait apprendre son cours de grammaire. On a la même introduction, la même proposition d'introduction, mais elle n'est pas du tout suivie par la même chose, puisqu'on n'a plus cette ponctuation qui interrompt la phrase. Cette ponctuation a été remplacée par Q apostrophe, donc un mot subordonnant. Et puis ensuite, on a « il fallait apprendre son cours de grammaire », c'est-à-dire qu'on a à peu près la même phrase, mais avec quelques transformations, puisque « faut » est devenu « fallait », c'est-à-dire qu'on est passé du présent à l'imparfait. Le troisième exemple. Le professeur l'a dit, il fallait apprendre son cours de grammaire. En fait, ce troisième exemple combine des choses du premier et du deuxième exemple. On a du premier exemple les 2 points, et donc l'interruption qu'il y a entre la première et la deuxième proposition, mais on conserve du deuxième exemple la présence de l'imparfait. Enfin, dans la quatrième phrase, le professeur a rappelé la nécessité d'apprendre son cours de grammaire. On n'a plus rien de ce qu'on avait au-dessus, on a juste une phrase qui raconte ce que le professeur a expliqué. En grammaire, ces 4 manières d'exprimer les paroles du professeur, ces 4 manières différentes d'exprimer les paroles rapportées, portent des noms qui permettent de les distinguer. Le premier exemple, celui avec l'interruption par 2 points, ouvrez les guillemets, celui qui reprend quasiment exactement les paroles telles qu'elles ont été dites, on peut penser que le professeur a dit exactement « il faut apprendre son cours de grammaire ». Ce premier exemple s'appelle du discours direct. Le deuxième exemple, le professeur a dit qu'il fallait apprendre son cours de grammaire, c'est-à-dire un exemple dans lequel il n'y a pas d'interruption par 2 points et dans lequel il y a une subordination avec la conjonction de subordination que. Ce deuxième exemple s'appelle le discours indirect. Le troisième exemple, qui combine un peu du discours direct et un peu du discours indirect, s'appelle le discours indirect libre. Le professeur l'a dit, 2 points, il fallait apprendre son cours de grammaire, c'est du discours indirect libre, et le discours indirect libre se rencontre essentiellement en littérature, et notamment à partir du 19e siècle. Le discours direct et le discours indirect, eux, s'emploient très couramment quand vous vous exprimez entre vous, ou même on le rencontre fréquemment dans vos copies quand vous faites des rédactions. Enfin, le quatrième exemple, le professeur a rappelé la nécessité d'apprendre son cours de grammaire. C'est ce qu'on appelle du discours narrativisé. L'appellation discours narrativisé n'est pas à proprement parler une appellation grammaticale, mais elle est parfois bien utile pour décrire ce que l'on trouve dans les textes littéraires. On va maintenant s'arrêter sur une comparaison entre le discours direct et le discours indirect, d'abord parce qu'ils sont les plus fréquents, mais aussi parce qu'il est absolument indispensable de savoir les manipuler, de savoir passer de l'un à l'autre pour s'exprimer correctement en langue française.
Alors on va partir de deux exemples. Le professeur a dit demain je prendrai le train, discours direct, et l'autre exemple, au discours indirect, le professeur a dit que le lendemain il prendrait le train. Alors qu'est-ce qui différencie ces deux éléments et à quoi doit-on faire attention? Donc dans le discours direct, la ponctuation interrompt le récit. On a deux points et des guillemets, et parfois quand il s'agit d'un dialogue, on a des tirets. Attention, guillemets et tirets ne sont pas compatibles et quand vous faites des rédactions, il faut choisir entre l'un des deux systèmes, soit les guillemets, soit les tirets. Dans le cas du discours direct, les paroles sont rapportées exactement comme elles ont été prononcées, et quand on veut transformer du discours direct en discours indirect, il faut appliquer un certain nombre de modifications. On adapte les pronoms, donc vous voyez que là on est passé de demain je prendrai le train à que le lendemain il prendrait le train. D'autre part, on fait la concordance des temps, c'est-à-dire qu'on est passé du futur, je prendrai, au conditionnel, il prendrait, a été. On modifie également les marqueurs temporels relatifs, on est passé de demain à le lendemain, et également les marqueurs de lieu. Voilà, nous avons vu l'essentiel de la transformation du discours direct en discours indirect, mais je voudrais appuyer maintenant, faire un focus sur les éléments importants de la transformation en discours indirect. Donc le premier élément, c'est celui de la concordance des temps. Quand on a un verbe introducteur qui est au présent, il n'y a pas de changement des temps des verbes au discours indirect. Mais lorsque le verbe introducteur est au passé, on doit appliquer la concordance des temps. Si le verbe d'origine dans la phrase des paroles rapportées était au passé, c'est-à-dire qu'elle exprimait une antériorité, on la met au plus que parfait. Si on avait le présent au discours direct, on transforme ce présent, qui exprime une simultanéité, en imparfait. Et si on avait le futur dans la phrase au discours direct, ce futur qui exprime une postériorité, on transforme au conditionnel, c'était l'exemple du tableau précédent. De la même façon, on adapte les marqueurs temporels relatifs. Hier devient la veille, aujourd'hui devient ce jour-là, et demain devient le lendemain. Là encore, c'était l'exemple du tableau précédent. Enfin, on modifie également les marqueurs de lieu relatifs. Et si vous avez ici dans la phrase au discours direct, cela devient là dans la phrase au discours indirect. Dernier point, on va évoquer le cas des interrogatives indirectes. C'est-à-dire, quand au discours direct on a une question, comment on fait pour la transformer en discours indirect? Alors il y a deux possibilités. La première possibilité, c'est le cas de l'interrogation totale. L'interrogation totale, c'est une interrogation à laquelle on peut répondre par oui ou par non. Au discours direct, ça donnerait quelque chose comme « Le professeur a demandé, ouvrez les guillemets, est-ce que tu es venu ?» Point d'interrogation, fermez les guillemets. Et au discours indirect, ça donne « Le professeur a demandé s'il était venu. » Point. Je vous fais donc remarquer trois choses. La première, c'est qu'on utilise le subordonnant si. La deuxième, c'est que l'ordre des mots est celui de la phrase canonique affirmative, il n'y a pas d'inversion sujet-verbe. Et la troisième chose que je vais vous faire remarquer, c'est que le point d'interrogation a disparu. Dans l'interrogative indirecte, on a la ponctuation de la phrase affirmative. Étudions maintenant le cas de l'interrogation partielle. Donc l'interrogation partielle, c'est celle à laquelle on ne peut pas répondre par oui ou par non, on est obligé de répondre autre chose. Au discours direct, ça donnerait quelque chose comme « Le professeur a demandé, ouvrez les guillemets, comment es-tu venu ?» Point d'interrogation, fermez les guillemets. Et au discours indirect, le professeur a demandé comment il était venu. Point. On remarque donc que comme dans l'exemple précédent, le point d'interrogation a disparu. Comme dans l'exemple précédent, l'ordre des mots est celui de la phrase canonique affirmative, c'est-à-dire que dans la phrase du discours direct, on avait une inversion sujet-verbe, es-tu. Dans la phrase du discours indirect, on n'a plus cette inversion, on a il était. Et enfin, le mot subordonnant que l'on utilise est le mot interrogatif qui était présent dans le discours direct, ici le mot comment. Une petite remarque pour rappeler que de la même manière que dans les phrases affirmatives, quand on passe d'une interrogative directe à une interrogative indirecte, on adapte les pronoms. Ici, tu devient il dans les deux exemples. Et d'autre part, on adapte les temps des verbes. Ici, le passé composé devient du plus que parfait, puisque c'est une concordance des temps au passé, et que donc, on doit appliquer le système qui s'applique à l'antériorité.
Voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle était compréhensible. Je vous invite très fortement à la réécouter plusieurs fois en faisant des pauses dans les endroits où je parle vite, dans les endroits où les explications sont intenses. Prenez bien le temps de lire les différents tableaux qui vous sont proposés. Et puis, on se retrouve très rapidement pour des manipulations grammaticales qui vous permettront de vous approprier ces notions. À bientôt!